Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau chapitre, partie 6 donc, pour la théorie permis B pour la Belgique. Alors avant toute chose, une petite mise au point. Simplement, nous sommes à peu près à la moitié de la théorie, donc normalement il resterait 5, 6 voire 7 vidéos, indépendamment en fait de la durée des vidéos. Alors par la suite, on va voir la pratique, ça veut dire que euh, il y aura en fait un examinateur, un examen qui va se passer et que je vais enregistrer. Je vais pouvoir enregistrer et uploader donc sur YouTube. Vous allez vraiment assister à un vrai examen pratique en la compagnie d'un examinateur. Bien sûr, je flouterai les visages s'ils apparaissent, mais en tout cas, vous aurez une idée de comment se passe un examen et quelles sont les routes ou les choses auxquelles il faudra faire attention. Cet examen se passera sur Bruxelles, donc j'essaierai d'en faire un autre à Louvain si cela m'est donné. Enfin, il y aura aussi une partie bonus sur tout ce qui est radar, comme le fonctionnement des radars, le fonctionnement des papiers administratifs. Et enfin, finalement, il y aura aussi en fait, pour la théorie, pour clôturer, des séances d'exercice, donc 2 séances d'exercice gratuites qui sont sur Internet. Mais pas que, il y aura aussi via Google Maps un tracé où on verra ce à quoi il faut faire attention, les choses importantes lorsqu'on roule et ainsi de suite. Voilà, ceci était simplement une mise au point. Alors on commence directement par trois panneaux. Trois panneaux qui limitent la longueur, la hauteur ou la largeur. Donc le premier panneau en haut à gauche limite la longueur du véhicule. Donc tous les véhicules de plus de 10 mètres n'ont pas l'autorisation d'emprunter la voie. Donc interdiction d'emprunter la voie pour tous les véhicules de plus de 10 mètres. Alors la terminologie est un peu plus complexe en fait, hein. Mais en fait, il faut savoir que ce panneau s'adresse à tous les véhicules. Donc si j'ai une voiture de 2 mètres qui remorque une caravane de 9 mètres, eh bien ce véhicule ne peut pas emprunter la voie si ce panneau est affiché. Alors la limitation de la hauteur, donc la hauteur c'est du bas vers le haut. Dans ce cas-ci, tous les véhicules dont la hauteur est supérieure à 3,50 m ne peuvent pas emprunter la voie où figure ce panneau. En règle générale, on les met à l'entrée de tunnels, sous les ponts, oui, sous les ponts, pardon, excusez-moi, je me reprends. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est pour limiter la hauteur. Voilà, c'est le point important à retenir. Et enfin, le dernier panneau, le panneau du dessous, qui limite donc la largeur. Donc tous les véhicules dont la largeur dépasse les 1,8 m, donc 1,80 m, sont interdits d'accès. Interdiction d'utiliser la voie si mon véhicule dépasse les 1,80 m. Donc ça, c'est des panneaux qui limitent donc et la longueur, et la hauteur, et la largeur. Alors, question. Mon véhicule a une hauteur de 3,50 m. Puis-je m'engager? La réponse est non. La limitation est de 3 mètres. Mon véhicule mesure 3,50 m. 3,50 m étant supérieur à 3 mètres, je ne peux m'engager. En fait, voilà, c'est clair, hein, pourquoi on met ce genre de panneau. C'est que si on a mis 3 mètres, c'est que c'est calculé pour que seulement les véhicules ayant une hauteur de 3 mètres puissent passer. Au-delà, ça ne passera pas. Deuxième question. À vélo, puis-je passer sous ce pont? À vélo, puis-je passer sous ce pont? Réponse A, oui. Réponse B, non. La réponse est oui. Donc en fait, on a un panneau d'indication bleu. Donc carré bleu, c'est panneau d'indication barré, c'est-à-dire fin de piste cyclable, fin des vélos. Il n'y a pas un panneau rouge qui nous interdit, donc circulaire rouge qui nous interdit l'utilisation de vélos sous le tunnel. D'ailleurs, on voit qu'il y a sur la droite un vélo dessiné. Donc les vélos vont vraiment se mettre à côté du trottoir et pouvoir passer sous le tunnel. Aucune problématique. Sous le pont, pardon. Sous le pont. Je réitère mes propos. Sous le pont. Donc dans les tunnels, les vélos sont interdits d'accès. Ici, il s'agit d'un pont. Donc le vélo a le droit d'accès. Aucune problématique par rapport à ça. Alors, question. Est-ce que le véhicule qui est arrêté sur le marquage rouge au sol est-il en infraction?
Donc le marquage rouge au sol, il y a un triangle avec une maman et son enfant, donc présence d'enfant. Donc c'est, attention, présence d'enfant. Tous les marquages au sol, hormis les lignes continues, discontinues, donc que ce soit pour les bandes ou les pistes cyclables, eh bien, ils ne doivent pas être pris en compte. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter dessus, il n'y a aucune problématique, il s'agit simplement d'un avertissement, comme quoi il y a une présence d'enfant à proximité. Je tiens à souligner le fait que la présence d'enfants n'influe en rien sur les limitations de vitesse. Donc ici, on voit que c'est limité à 50 km à l'heure. Donc on pourrait être amené à penser que parce qu'il y a des enfants, ça devrait être limité à 30. Ce n'est pas le cas. Donc en fait, le panneau qui limite à 30, c'est le panneau zone 30. Zone 30 km à l'heure. Et le combo qui définit une limitation de vitesse à 30 km à l'heure puisqu'il y a une présence d'enfants, puisqu'on est aux abords d'une école, c'est le combo de ces deux panneaux. Donc le panneau de présence d'enfants avec lequel il y a une zone 30 signifie qu'on est aux abords d'une école. Et dans ce cas-là, c'est limité à 30 km à l'heure. Maintenant, il existe des panneaux lumineux, c'est-à-dire que, ou plutôt des signalisations lumineux. C'est-à-dire que lorsqu'on a un combo de ces deux panneaux, c'est toujours limité à 30 km à l'heure, même si ce n'est pas les horaires d'école. À minuit, lorsqu'on rencontre ces deux panneaux, c'est limité à 30 km à l'heure. Donc ce qu'on a fait, ce que la législation a fait, c'est qu'elle a fait des panneaux lumineux qui s'allument et s'éteignent en fonction des horaires, c'est-à-dire aux horaires d'école, eh bien elles seront allumées et hors horaire école, ils seront éteints. Lorsque les panneaux lumineux sont allumés, ils entrent en vigueur, ils sont d'application. Lorsqu'ils sont éteints, c'est comme s'ils n'étaient pas présents, donc ils ne sont pas d'application. Ils ne doivent pas être respectés. Les clignotants sont des éléments importants d'un véhicule, donc ce sont en fait une signalisation du véhicule pour montrer en fait si on tourne à droite ou si on tourne à gauche. On a 4 clignotants, un en haut à droite de la voiture, un en haut à gauche, un en bas à droite, un en bas à gauche, et ils s'allument par paire. Donc soit les deux clignotants de droite s'allument en même temps, soit les deux clignotants de gauche s'allument en même temps. Alors, on les utilise pour trois grandes choses. Pour les changements de bande, lorsqu'on désire effectuer un changement de bande, on utilise ces clignotants. Changement de direction, lorsqu'on a un carrefour et que l'on désire changer de direction, eh bien on le signale via ces clignotants. Un carrefour, lorsque je vire à droite, je mets mon clignotant à droite. Lorsque je vire à gauche, je mets mon clignotant à gauche. Et enfin, lorsque l'on veut montrer son intention de doubler un véhicule. Je suis derrière un véhicule, je désire le doubler, je mets mon clignotant à gauche pour changer de bande, le doubler. Et enfin, lorsque je me rabats, je fais la même chose mais avec le clignotant de droite. Alors, je dois obligatoirement utiliser mes clignotants pour doubler un vélo qui se trouve sur la chaussée. C'est-à-dire que tous les vélos qui se trouvent sur la chaussée, s'ils ne sont pas sur des pistes cyclables, je dois utiliser mon clignotant de gauche pour le doubler. Et enfin, mon clignotant de droite lorsque je l'ai doublé pour me rabattre légèrement vers la droite. Bien évidemment, je dois me rabattre légèrement à gauche lorsque j'effectue le doublement. Alors, un cycliste sur la piste cyclable, je n'ai rien à faire pour le dépasser. Cycliste sur la route, je répète, je dois utiliser mes clignotants. En agglomération, je dois laisser 1 mètre de distance entre moi et le véhicule lors du dépassement. Et hors agglomération, je dois laisser 1,50 m. Donc en agglomération 1 mètre, hors agglomération 1,50 m. Lorsque j'effectue un doublement, je dois non seulement utiliser mes clignotants, mais je dois aussi utiliser mes rétroviseurs. Par sécurité, je dois voir si la voie sur laquelle je me déporte est occupée ou pas. Pour ce faire, j'utilise mon rétroviseur de gauche lorsque je veux me déporter sur une bande qui est à ma gauche et mon rétroviseur de droite lorsque je veux me déporter donc sur une bande qui est à ma droite. Donc je vais regarder mon rétroviseur de gauche lorsque j'ai clignoté et je
fait des regards furtifs. Donc en fait, il n'y a pas besoin de rester fixé sur le rétroviseur, pardon. Donc c'est vraiment, je regarde la route et le rétroviseur est à utiliser avec des regards furtifs. Plusieurs regards furtifs peuvent être nécessaires et c'est même conseillé de regarder plusieurs fois le rétroviseur. Donc je regarde celui de gauche lorsque je me déporte vers la gauche et je regarde le rétroviseur de droite lorsque je reviens sur ma bande à droite. Alors, le véhicule orangé doit apparaître dans mon rétroviseur de droite pour pouvoir me déporter à droite. Il s'agit d'une manière de doubler sécuritaire. Donc c'est vraiment pour la sécurité. S'il apparaît dans mon rétroviseur de droite, eh bien, cela veut dire que je peux me déporter de manière sécuritaire. Il existe un autre rétroviseur, c'est celui du milieu. Le rétroviseur du milieu permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe derrière nous. Donc encore une fois, il est à regarder avec des regards furtifs de temps en temps ou lorsque cela est vraiment nécessaire. Lorsque je suis en rond-point, par exemple, à la sortie de rond-point, je suis obligé de regarder mon rétroviseur de droite pour voir s'il n'y a pas un vélo, par exemple, qui va passer entre moi et la dernière ligne blanche discontinue, celle qui est la plus à droite. Donc je suis obligé d'être sécuritaire en sortant d'un rond-point, en regardant le rétroviseur. Donc j'ai même l'autorisation de tourner ma tête à plus de 90 degrés pour pouvoir être sûr qu'il n'y a personne et que je ne risque point d'effectuer un accident. En vélo, de la même manière, je suis obligé d'indiquer ma volonté de changer de direction. Donc les clignotants du vélo, entre guillemets, consistent à lever son bras gauche pour montrer son intention de se diriger vers la gauche et lever son bras droit pour montrer son intention de se diriger vers la droite. Il s'agit d'une obligation. Bon, beaucoup ne le font pas, mais dans la théorie, sachez qu'il s'agit d'une obligation. Alors, dans les ronds-points, lorsque l'on rentre dans un rond-point, eh bien, le clignotant est autorisé. Il est conseillé. Il est non obligatoire. Donc, pour entrer dans un rond-point, on sait très bien qu'on va tourner vers la droite. Donc, tout le monde le sait. C'est pour cela qu'il est simplement conseillé. Lorsque l'on sort d'un rond-point, l'utilisation des clignotants et du clignotant droit dans ce cas-ci, il est obligatoire pour sortir du rond-point. Donc en fait, il permet d'indiquer aux autres que l'on va sortir à la prochaine sortie. C'est pour cela qu'il est obligatoire. Alors on passe aux bandes de circulation. Dans ce cas-ci, on a 3 bandes de circulation avec des lignes discontinues. Ça veut dire que si on est sur autoroute, je suis obligé de me rabattre sur la bande la plus à droite. Si je suis en agglomération, je peux choisir ma bande. Donc si toutes ces bandes vont dans la même direction, si c'est un sens unique. Donc je choisis ma bande en agglomération, pas de problématique par rapport à ça. Ici, il y a 2 bandes avec une ligne discontinue. Alors comme il n'y a pas de signalisation, pas de panneau et pas de flèche sur le sol, on ne sait pas si c'est 2 bandes qui vont dans le même sens ou alors une bande aller ou une bande retour. En règle générale, dans ce genre de schéma, il s'agit d'une bande aller, une bande retour. Mais il peut exister des voiries où il y a 2 bandes qui vont dans la même direction avec une ligne blanche. C'est tout à fait possible. Alors ici, on a plusieurs bandes de circulation. Donc on voit que les 2 bandes à gauche, elles virent à gauche. Et il y a une ligne discontinue entre les 2 bandes qui virent à gauche et les bandes qui vont tout droit. J'ai l'autorisation de changer de bande tant qu'il y a une ligne discontinue. Ça veut dire que si à l'instant T, à l'instant où je suis sur arrêt sur image, je décide de changer de bande, je mets mon clignotant à droite, je regarde mon rétroviseur à droite pour voir si je peux me déporter de manière sécuritaire et je peux me déporter, je peux changer de direction pour aller tout droit. Donc pour aller tout droit, je dois changer de bande, je suis dans l'obligation. Si je continue sur cette bande, je suis obligé de suivre l'indication du marquage au sol et par conséquent, je suis dans l'obligation de tourner à gauche au prochain feu. Alors, les marquages au sol, on a vu qu'il peut y avoir des lignes discontinues. Si c'est des lignes discontinues, eh bien, je peux les emprunter, les utiliser, les traverser.
Donc la voiture bleue, puisque ce sont des lignes discontinues, peut doubler la voiture verte, aucune problématique. Et elle peut se rabattre par la suite sur la bande la plus à droite. Donc je tiens à rappeler que les deux lignes discontinues les plus à droite et les deux lignes discontinues les plus à gauche sont des pistes cyclables. Maintenant, vous commencez à connaître le truc, je pense. Donc je peux ni m'arrêter, ni stationner dessus, ni même mordre dessus. Alors, s'il y a une ligne continue, je ne peux pas la traverser. En fait, il faut voir les choses comme s'il s'agissait d'un mur, comme s'il subsistait un mur. Je ne peux même pas, mon pneu ne peut même pas toucher cette ligne. Il s'agit d'une ligne continue. Donc dans ce cas-ci, je ne peux pas opérer de doublement. Alors, il peut exister des doubles lignes, l'une à côté de l'autre, continue d'un côté et discontinue de l'autre. Alors, dans ce cas-là, il faut prendre en compte la ligne qui est la plus proche de son véhicule. Donc, je me retrouve derrière le véhicule vert. La ligne qui m'est la plus proche, c'est la ligne blanche discontinue. Donc, pour moi, c'est la ligne blanche discontinue qui m'est d'application. Donc, j'oublie la ligne blanche continue. C'est comme s'il n'y avait qu'une ligne blanche discontinue. Donc, ligne blanche discontinue, je peux opérer un doublement. Donc, je peux me rabattre à droite par la suite, puisque la ligne blanche continue disparaît pour moi pendant toute l'opération. Donc, la ligne blanche continue, en fait, est d'application pour les véhicules qui viennent en sens inverse. Ça veut dire que, imaginons à l'endroit où la voiture bleue est située, donc il s'agit d'une voie à deux sens, et bien dans ce cas-là, c'est une ligne blanche continue qui est d'application pour les véhicules qui viennent en sens inverse. Donc où est située la voiture bleue, mais en sens inverse. Donc là, elle ne pourrait pas traverser cette ligne. Alors ici, ce panneau indique une réduction de bande. Donc la bande la plus à gauche au sens aller va se réduire. Je vais devoir me déporter sur la bande la plus à droite. Lorsque je me déporte sur une bande, je n'ai pas la priorité. Ce sont les autres qui ont la priorité. Alors, résumé du marquage routier des lignes continues et discontinues avec 4 schémas. Et on va apporter quelques informations supplémentaires. Donc les deux schémas du milieu, la dissuasion et le rabattement. Donc ce sont des choses supplémentaires qui ne sont en règle générale appliquées qu'en France. Mais bon, elles coulent un peu de source et on va quand même le voir. Donc à gauche, on a la ligne continue qu'on a déjà vue. On ne peut ni traverser et le pneu ne peut pas toucher cette ligne continue. Deuxième schéma, la dissuasion. Les lignes discontinues sont de plus en plus rapprochées pour nous indiquer l'approche d'une ligne continue qui va arriver incessamment sous peu. Troisième schéma, le rabattement. Donc on a des petites flèches entre les lignes discontinues pour nous dire qu'on va devoir nous rabattre sur la bande de droite et une ligne continue se forme. Et enfin, dernier schéma, la double ligne. Donc d'un côté, on a une ligne continue et de l'autre côté, on a une ligne discontinue. Le véhicule en bleu, la ligne qui est la plus proche du véhicule en bleu est une ligne continue. Par conséquent, toutes les règles se référant à la ligne continue s'appliquent au véhicule en bleu. Imaginons qu'on ait un véhicule de l'autre côté, représenté par la flèche rouge. Eh bien, la flèche rouge, la ligne la plus proche de ce véhicule imaginaire serait la ligne discontinue. Donc, les règles s'appliquant à la ligne discontinue s'appliquent au véhicule qui serait à la position de la flèche rouge. Répétons ce que l'on vient de voir. Une ligne continue, interdiction de franchir. Une ligne discontinue, autorisation, permission de franchir. Une double ligne signifie qu'il y a une ligne continue jumelée avec une ligne discontinue. Sur le schéma, imaginons qu'il y ait deux bandes. Les véhicules viennent de la gauche et se dirigent vers la droite. Un ne peut pas franchir car la ligne continue est la plus proche de lui. Et 2 peut franchir car la ligne discontinue est la plus proche de lui. Enfin, lorsqu'il y a des lignes, un marquage au sol avec des lignes de couleur jaune, ces lignes indiquent qu'il y a des travaux.
Et ces lignes prennent le pas sur toutes les autres lignes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on voit qu'il y a un tracé de lignes jaunes, les lignes blanches sont inexistantes. Ça veut dire que dans ce cas-ci, la troisième bande eh bien, est quasiment à côté de la pelouse. Et enfin, les marquages au sol et fléchés, on doit les respecter encore une fois lorsqu'il y a des lignes jaunes. Ça va de soi. Un exemple concret de ce qu'on vient de dire, sur autoroute, lorsqu'il y a des travaux, eh bien, on met un marquage de ligne blanche. Les îlots, normalement, sont interdiction de passer dessus, interdiction de s'arrêter, de passer dessus. Dans ce cas-ci, malgré qu'il y ait un îlot et qu'il y ait des lignes blanches, eh bien, c'est comme si ces lignes et cet îlot étaient inexistants, car le marquage au sol des lignes blanches n'a plus autorité. Ce sont les lignes jaunes qui prennent autorité. Le camion respecte donc le code de la route puisqu'il suit la réglementation des lignes jaunes. Les panneaux orangés sont des panneaux de travaux. Ici, on a 4 panneaux distincts. Premier panneau tout en haut, à 1500 mètres, donc on a l'endroit exact où le dessin du panneau va prendre effet, donc à 1500 mètres, évitement, donc on va éviter quelque chose. Et donc on voit bien que les deux flèches évitent quelque chose. Deuxième panneau, signal de préavis annonçant une traversée de la berme centrale. Alors la berme centrale, c'est la partie d'une route à double chaussée séparant l'une de l'autre les chaussées. Donc on va aller à contresens entre guillemets. Enfin, on va utiliser la voie qui est normalement utilisée pour le contresens. Troisième panneau, à 1500 mètres, donc réduction du nombre de bandes de circulation. Et on voit que c'est du côté droit que la réduction va se faire. Et enfin, quatrième panneau, circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée à sens unique. Donc normalement, c'est un sens unique, mais ça devient à double sens. Donc à cause des travaux, ça devient à double sens. Alors ceci clôt la partie 6 de la théorie. Abonnez-vous, likez si le contenu vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite.